Et puis, effectivement, on va démarrer la conférence. Alors, je vais juste réduire un petit peu ma fenêtre parce que je n'ai pas trop l'habitude de Livestorm. Donc, le sujet de la conférence, c'est utiliser la data comme moteur pour votre stratégie de référencement. Donc, en fait, l'objectif ici, ça va être montrer en fait l'importance de passer d'une vision mot-clé, qui est la vision récurrente en fait chez beaucoup de responsables marketing, traffic managers et autres. C'est vrai qu'on entend souvent, je travaille, un mot-clé, une page. Selon moi, c'est un petit peu une erreur. Donc, moi, je voudrais vraiment vous montrer quelle est l'importance de passer de cette vision mot-clé à une vision plus transversale, plus globale, ce qu'on appelle une vision marché. C'est pour ça qu'on parlera beaucoup durant cette conférence de segments de marché. En fait, ça va être des groupes de mots-clés thématiques. Et je vais vous expliquer en fait comment créer une segmentation de marché qui soit efficace pour avoir une finesse d'analyse sur Google. Donc, qui je suis? Moi, je suis François Charby, lead business developer chez Yoda depuis 10 ans. Yoda, si vous ne connaissez pas, Nico en a un petit peu parlé. On est éditeur de solutions pour le pilotage et l'amélioration de votre référencement. Donc, on a eu beaucoup de solutions au fil des années. Actuellement, on en a essentiellement 2. Donc, Yoda Insight, qui est utile pour tout ce qui est recherche de mots-clés. Et on a sorti très, très récemment un outil qui s'appelle Yoda One, qui va être utile justement pour piloter votre visibilité. Et ça apporte justement une vision marché. Je suis également product owner de l'outil Yoda Insight, donc c'est moi qui gère un petit peu son bon fonctionnement, son infrastructure. Et j'ai énormément participé à l'élaboration du cahier des charges de Yoda One pour sa sortie. Et je participe également aux évolutions qui sont prévues par rapport à cet outil. Je vous parle beaucoup de Yoda One, c'est parce qu'on va essentiellement utiliser cet outil à travers toute la conférence. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir à la fin. Donc, qu'est-ce qu'on va voir durant cette conférence? Donc, je ferai une petite introduction justement sur l'intérêt de passer d'une vision mot-clé à une vision marché, donc une vision plus transversale où on parlera de thématiques, d'intentions de recherche et autres. Ensuite, je vais vous expliquer comment on regroupe ces mots-clés pour avoir une vision beaucoup plus fine et beaucoup plus efficace en fait de votre visibilité Google sur un marché donné et à quoi ça sert en fait de regrouper ces mots-clés. Et les 2 parties suivantes, ça sera plutôt un côté use case, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a créé notre segmentation de marché, comment analyser les forces et les faiblesses d'un site en termes de visibilité par rapport à telle ou telle thématique, par rapport également à votre niveau de visibilité. Voilà l'intérêt de travailler peut-être un segment de marché qui serait très recherché et sur lequel on n'aurait pas beaucoup de visibilité. Donc ça fera l'objet de la partie 3. La partie 4, on s'orientera plus sur de la veille concurrentielle, c'est-à-dire qu'on va essayer d'identifier peut-être des acteurs qui sont plus spécialisés sur tel ou tel segment de marché, qui auraient été noyés dans la masse si on avait pris tous les mots-clés d'un coup. Et on va analyser les stratégies gagnantes qui leur permettent d'avoir de la visibilité. Est-ce qu'ils font du ads, du shopping, du my business et autres. La partie 5, ce sera une synthèse de tout ce que je vous aurai montré. Et ensuite, on passera à la partie questions-réponses. Si jamais, bien sûr, vous avez des questions. Tout dépendra, bien sûr, du niveau de clarté que je pourrais avoir. Mais normalement, je devrais vous apporter quand même pas mal d'informations. Donc, l'introduction. Pourquoi on passe d'une vision mot-clé à une vision transversale marché? Le constat, c'est que actuellement, vous êtes noyé d'informations. C'est-à-dire que vous avez des données qui proviennent un petit peu de partout, les outils Google, Search Console, Analytics, Ads, mais aussi les données du search directement sur Google. Vous pouvez avoir aussi des outils tiers tels que Matomo ou d'autres, en fait. Donc, en fait, on se rend compte finalement qu'on se retrouve avec des centaines, voire des milliers de mots-clés, voire des millions même pour certains marchés vraiment très importants. Et forcément, la multitude de données fait que c'est difficilement exploitable, en fait. Et du coup, beaucoup de responsables SEO, typiquement, vont se retrouver à faire des micro-optimisations. C'est ce que je vous disais au départ, en fait. Souvent, moi, par rapport à mes clients, voilà, j'ai souvent le retour, il faut travailler un mot-clé, une page. Ce qui, selon moi, est vraiment une grosse erreur. C'est ce que je vais essayer de vous montrer durant cette présentation.
Je pense plutôt qu'il faut partir sur une page. C'est quoi? Ça répond à une intention de recherche, ça doit répondre à une question et ça doit traiter d'une thématique. Sinon, forcément, vous allez perdre en fait et les robots de Google et vos internautes. Donc, du coup, voilà, ça va permettre d'améliorer votre stratégie de search sur Google et d'avoir une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus marché et d'avoir cette finesse d'analyse. Pourquoi Google? Vous le savez tous, hein, Google, c'est le moteur de recherche le plus utilisé au monde. Bon, même si on a vu que très récemment, Bing a atteint les 100 millions d'utilisateurs actifs quotidiens grâce à l'intégration de son GPT-4. Mais Google reste quand même la plus grosse place de marché sur le monde du web en tant que moteur de recherche, surtout en Europe. Aux États-Unis, c'est un petit peu moins vrai, hein, c'est plutôt 50% Google, 50% Yahoo et Bing. Mais en France, c'est vraiment 95% Google et 5% les autres moteurs. Alors, pourquoi guider vos stratégies sur Google en passant d'une vision mot-clé à une vision plus transversale et globale? C'est ce que je répète un petit peu depuis tout à l'heure. En fait, ça va vous permettre vraiment d'avoir une finesse d'analyse de votre visibilité, voir sur quelle thématique vous êtes plus ou moins fort, sur quel type de résultats aussi. On va regarder un petit peu les différents canaux d'acquisition. Est-ce que j'aurais intérêt à faire du ads, du shopping, de la GMB, voilà, tous ces types de résultats qui apparaissent dans les SERP et du coup, voilà, ça va nous donner vraiment des indications sur tout l'écosystème dans lequel on cherche à avoir de la visibilité, que ce soit en termes de concurrents et de type de résultats. On sait que par rapport à un mot-clé, on n'a pas forcément toujours la même SERP. Voilà, si on sait que par exemple, on a du ads, des résultats map et autres, automatiquement, le SEO, on va avoir tendance à beaucoup moins le voir parce qu'il apparaîtra après. Et du coup, est-ce qu'il y a réellement un intérêt de travailler le SEO? Bien sûr, il y a toujours un intérêt, mais il faut souvent être multicanal pour essayer d'apparaître un petit peu partout dans la page, même si on risque de se cannibaliser. Pardon. Donc voilà, ça permet d'avoir une vision globale de la visibilité de son site et de ses contenus. Et ça va aussi permettre de faire de la veille concurrentielle. On y reviendra dans la partie 4, comme je vous l'ai montré. Mais quelles données pour quelle interprétation et quel usage? C'est justement ce qu'on va voir maintenant dans la partie 2, c'est-à-dire que je vais vous expliquer justement comment regrouper vos mots-clés par thématique et par intention de recherche, parce que je le répète, normalement, une page d'un site, à la base, ça doit répondre à une question que se pose un internaute. Donc, une question, c'est une intention de recherche et ça doit traiter d'une seule thématique, justement. Alors, qu'est-ce qu'une intention de recherche? Il y en a beaucoup. Il y a des intentions de recherche informationnelles. Donc, typiquement, ça répond, là, pour le coup, exactement à une question. Hein. Donc, je vais rester sur… je vais traiter d'un sujet, d'un site, pardon. On sera vraiment sur l'équipement sportif. Je vais prendre comme exemple, durant toute la conférence, l'exemple de Decathlon, parce qu'il est facile à comprendre. Donc voilà, là on voit quel type d'expression de recherche peut avoir une intention informationnelle. Le transactionnel, c'est bien sûr souvent quand on cherche à acheter, donc c'est quand on va travailler essentiellement des fiches produits ou des fiches de catégorie peut-être, donc acheter chaussures de ski, acheter un modèle, promotion raquette, voilà, vous avez l'habitude. Le navigationnel, c'est quand vous savez ce que vous recherchez vraiment un site en particulier ou un produit en particulier, mais vous n'avez pas forcément une intention d'acheter. Après, voilà, je parle de produits, mais ça peut être aussi des types de prestations. Hein. On ne va pas parler que de site e-commerce. D'ailleurs, je vais aborder la notion de thématique juste après. Et une autre intention qui est hyper importante, c'est ce qu'on appelle le commercial, ce que moi j'aime bien appeler le décisionnel. C'est-à-dire qu'on va souvent être sur des comparatifs, en fait. On n'a pas forcément une intention d'acheter au départ. Et finalement, si la page répond à notre demande et qu'on trouve le produit qui répond vraiment à notre problématique, ça va peut-être entraîner un achat derrière. Donc, c'est ce qu'on appelle le commercial. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, durant toute la conf, on va prendre comme exemple Decathlon. Donc, j'ai mis cette slide-là parce que du coup, c'est facile à comprendre. Parce que maintenant qu'on a vu les intentions de recherche, on va analyser un petit peu le côté thématique. Sur un site comme Decathlon, typiquement, les différentes thématiques qu'on va travailler,
c'est le menu du site, en fait. Ça va être les différents types de sports pour lesquels on veut vendre de l'équipement sportif. Pour un site plus corporate, ça sera peut-être des types de prestations ou autres. Et du coup, en fait, on va regrouper et les thématiques et les intentions de recherche pour créer en fait des groupes de mots-clés. Donc, vous voyez que là, il y a l'exemple de Decathlon. On voit qu'on a un groupe qui concerne le football et le transactionnel, parce que ça répondra à une page en particulier, donc acheter un ballon de football en promo, acheter short, etc., etc. On aura la même chose pour le rugby et on va faire aussi une partie informationnelle, donc l'informationnel ou le commercial décisionnel. Donc, pourquoi le ballon de rugby est ovale, comment on choisit un ballon de rugby, comment on choisit ses crampons de rugby. Voilà, c'est souvent des pages de catégorie qui expliquent l'intérêt d'avoir un équipement sportif, par exemple, de qualité, dans ce cas-là, ou ça va être des pages de blog, typiquement. Ça ne va pas forcément apporter un trafic ultra qualifié pour un achat au départ, par rapport à nos personas, donc notre public cible, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme. Mais peut-être que s'ils vont sur une page de blog qui explique comment on vérifie sa tension de raquette de tennis ou quelle tension utiliser sur de la terre battue, peut-être qu'ils vont aller voir le type de produit que vous proposez à côté. Quand on voit d'ailleurs ce graphique-là, ça nous fait penser, pour ceux qui sont familiers avec le concept, ça nous fait penser à un cocon sémantique en fait au final. Puisque là, c'est un cocon sémantique à un niveau, mais on pourrait avoir des sous-thématiques et des sous-sous-thématiques. Et on sait que cette partie-là, ça permet de créer l'arborescence d'un site. En tout cas, quand on crée le site. Donc voilà, on a un exemple de SERP avec une intention de recherche qui est plutôt informationnelle ou commerciale, décisionnelle. Il y aurait eu le comment, ça aurait été un peu plus informationnel. On voit que le site de Decathlon apparaît en feature snippet, ce qu'on appelle la position 0. Donc, c'est qu'il l'a bien travaillé. Et on voit des people also ask et des résultats ici. Alors, du coup, voilà la page qui est positionnée. Donc, effectivement, on voit que le concept de ballon de rugby a été bien développé au niveau du contenu. Il a été travaillé. C'est certainement des H1, des H2. Voilà, on essaie de glisser quelques expressions de recherche. Donc, c'est certainement pour ça que Google a positionné cette page-là en position 0, qui est la position jugée la plus pertinente, en fait, par Google. Donc, qui est un peu le Graal pour les référenceurs SEO. C'est vraiment ce qu'on cherche à truster au maximum. Mais on voit que non plus, le contenu n'est pas si développé que ça. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire encore un peu plus développé et du coup, peut-être attirer l'attention des robots de Google. Alors, pourquoi on fait ce travail de segmentation? C'est ce que je vous le dis depuis le départ, c'est-à-dire que ça va vous permettre d'avoir une vision précise de l'état de votre marché. Donc, on va parler notamment de taille de marché, puisque c'est le potentiel maximum de visiteurs que vous pouvez cibler, en fait. Donc, on parlera de volume de recherche, en fait, par mots-clés et comment calculer cette taille de marché et les tailles des différents segments de marché qu'on aura créés, des groupes, en fait. Tout ça, ça nous permettra d'avoir une répartition vraiment globale de l'état de notre marché. Est-ce qu'on a des secteurs qui sont vraiment très porteurs ou d'autres qui sont plutôt des marchés de niche? Et voilà, est-ce que c'est important de les travailler ou pas en fonction de notre état de visibilité actuel? Et je le disais aussi, ça va permettre également de faire de la veille concurrentielle pour voir notamment quelle stratégie Google, eux, ils ont mis en place pour gagner de la visibilité. Est-ce qu'ils font du ads? Est-ce qu'ils travaillent leur fiche d'établissement, etc., etc. Donc voilà, en fonction bien sûr des mots-clés, des intentions de recherche, les informations seront différentes. Donc moi en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé, enfin c'est pas moi qui l'ai fait, mais j'ai pris comme exemple un projet qui a été créé sur Yoda One avec un ensemble de mots-clés qui ont été répartis à travers des segments de marché et on va regarder vraiment tout ce que ça peut nous apporter. Alors, quels sont les outils qu'on peut utiliser pour faire ce type d'analyse? Donc, la première analyse à faire, en fait, c'est la création de cette segmentation de marché. Donc, pour faire une création de segmentation de marché, il faut savoir quels sont les mots-clés qu'on va cibler. Et il y a beaucoup d'outils qui permettent de faire de la recherche de mots-clés. Vous avez certainement tous l'habitude d'utiliser le planificateur de mots-clés de Google Ads. Nous, on a un outil dédié à ça
pour le marché français qui s'appelle Yoda Insight. Et voilà, vous pouvez aussi utiliser d'autres outils pour de l'international, type Ahref, SEMrush, voilà, vous les connaissez. Et une fois que vous avez créé votre segmentation de marché, il va falloir utiliser un outil d'analyse qui permet d'analyser surtout par segment de marché, donc par groupe de mots-clés que vous aurez créé. Donc, beaucoup utilisent des outils comme SEMrush, Ahref ou autres qui permettent d'utiliser des groupes de mots-clés. Et nous, justement, on a sorti un outil par rapport à ça il y a 4-5 mois à peu près, qui s'appelle Yoda One et qui a été vraiment pensé dans cet axe-là. Il a été pensé pour avoir une finesse d'analyse de votre marché, de votre visibilité Google. Et c'est aussi un outil d'aide à la décision qui va permettre de prendre des décisions pour savoir qu'est-ce qu'on devrait travailler en priorité, quelle thématique et sur quel type de résultat. Donc, c'est ce qu'on va voir dans la partie 3. On va surtout expliquer comment trouver des opportunités d'amélioration de visibilité, donc d'amélioration de trafic, normalement, et je l'espère pour vous, de conversion et de chiffre d'affaires. Donc, on va regarder les thématiques porteuses versus votre niveau de visibilité, ce qu'on appelle une performance, en fait. Donc, comment on calcule la taille de son marché et de ses segments? C'est un calcul que vous pouvez faire à la main. Par exemple, si vous avez des campagnes Google Ads, le planificateur de mots-clés vous fournit le volume de recherche de chaque mot-clé. Donc, pour regarder la taille de votre marché global, vous allez additionner tous ces volumes de recherche, ce qui représente finalement le potentiel maximum de visiteurs que vous ciblez. Même si on sait que c'est impossible à atteindre, en fonction de votre positionnement, vous avez ce qu'on appelle le taux de clic de la position. On sait que les 3 premières positions trustent à peu près 70% du trafic. En tout cas, quand il n'y a que du résultat SEO dans la SERP. Et pour la taille des segments de marché, c'est un petit peu pareil. Vous pouvez le faire à la main en additionnant que les volumes de votre segment en particulier. Ce qui permettra de voir quels sont les segments les plus porteurs, c'est-à-dire les plus recherchés. Mais bon, c'est quand même un travail fastidieux. C'est quand même mieux d'utiliser un outil qui automatise tout ça. Donc, dans Yoda One, vous allez avoir la taille de votre marché global. Là, on va avoir la répartition de notre marché. On voit que c'est assez inégal par rapport aux différents segments qui ont été créés. Donc, ce n'est pas des mots-clés tout seuls. C'est vraiment des groupes de mots-clés. Bon, il n'y a pas non plus des centaines de mots-clés. Le marché de Decathlon ne représente pas qu'1 million de recherches par mois. Il est forcément beaucoup plus grand. D'où l'intérêt justement de rechercher d'analyser des très, très gros volumes de mots-clés pour vraiment avoir une finesse d'analyse de votre marché et identifier ce que vous devez travailler. Et c'est un travail que vous devez faire très, très régulièrement parce que Google met à jour ses volumes de recherche tous les 30 jours. Donc, Yoda One récupère les volumes tous les 30 jours, ce qui permet d'être toujours dans la réalité de votre marché. Parce que si vous êtes sur des marchés saisonniers, je ne sais pas moi, type pisciniste, camping, dont la saison va commencer là bientôt, vous avez forcément beaucoup plus de volume de recherche au printemps que ce que vous pouvez avoir en plein milieu de l'hiver. Donc, c'est toujours important d'être dans la réalité également de son marché. Donc, comment on va essayer de trouver des segments de marché à travailler en priorité. Donc, comment on fait? La première chose, c'est déjà regarder vos segments les plus recherchés. Est-ce que déjà ça correspond à vos catégories de produits les plus vendus ou bien à une thématique qui est importante pour vous aussi? Parfois, un segment peut avoir peu de recherches par mois, mais peut être ultra stratégique pour vous parce que ça entraîne en fait des paniers qui sont beaucoup plus élevés que votre panier moyen. On va analyser également notre niveau de visibilité. Est-ce qu'on a plus ou moins de visibilité Google, donc tout type de résultats confondus sur tel ou tel segment de marché? Et en général, le combo gagnant, c'est mauvaise visibilité sur des segments qui sont très recherchés. C'est la priorité des actions qu'on va devoir mener dans les jours, dans les semaines à venir, parce qu'on sait qu'il y a du potentiel à aller chercher. Donc, justement, ces deux cartes-là permettent de faire ce travail-là. C'est-à-dire qu'à gauche, on a la répartition de notre marché. On voit tout de suite les segments qui ont un fort potentiel de trafic. Donc, on voit que c'est essentiellement le football et le tennis, parce qu'ils sont recherchés environ 1 million de fois par mois, tous les deux. Et ici, on a votre niveau de visibilité Google, qui est un pourcentage. 100% voudrait dire je suis premier sur tous les mots-clés du segment, sur tous les types de résultats. Donc, on voit que Decathlon a beaucoup de visibilité sur la plongée. Mais par contre, sur nos segments les plus porteurs, le football et le tennis,
il a vraiment une visibilité très faible. Donc, on devrait vraiment actionner des actions qui permettent vraiment d'améliorer ce trafic-là, cette visibilité-là pour acquérir du trafic. Donc, on va peut-être travailler notre fiche d'établissement, du ads, du shopping et autres. On verra d'ailleurs durant la conf comment faire. Bien sûr, une fois qu'on a identifié un niveau de visibilité à un instant T, ce qui est important, c'est ensuite de voir l'évolution de cette visibilité. Suivant les actions qu'on va mener, est-ce qu'on va pouvoir gagner en visibilité et surtout, derrière, on vérifiera le ROI. Est-ce qu'on gagne vraiment plus de conversion, de chiffre d'affaires? Donc là, on voit notre évolution de visibilité par segment. On pourrait cibler un segment en particulier pour voir si nos actions ont été bénéfiques. Est-ce qu'on a vraiment gagné de la visibilité Google? On peut aussi analyser directement par rapport à un type de résultat en particulier. Donc ici, c'est du Google Images. Par exemple, on a vraiment travaillé les attributs alt des images. On aurait pu sélectionner du ads, des résultats map, suivant vraiment les actions qu'on a menées en amont pour essayer de gagner cette visibilité et pour voir si ça a porté ses fruits finalement. Et une fois qu'on a fait tout ça, en fait, il y a une partie qui est super intéressante, c'est qu'il va falloir identifier. On a vu que le football et le tennis, c'était vraiment les segments qu'on devait travailler en priorité. Là, on voit en plus le trafic prédictif qu'on pourrait gagner par mois si on arrivait à être premier sur tous les mots-clés du segment. Donc, ce n'est pas le cas, vu qu'on a une estimation de trafic qu'on pourrait gagner. On voit le nombre de mots-clés qu'on pourrait travailler. Et on voit pour chaque mot-clé sur quel type de résultat on devrait s'améliorer. Donc, quand je vois ça, je me dis effectivement, je devrais essayer de m'améliorer en SEO parce que je ne suis pas premier. Je devrais éventuellement lancer quelques campagnes Google Ads sur certains mots-clés parce que tous n'affichent pas du ads. Pareil pour le shopping. Bon, il y a un résultat actu, mais je ne pense pas que Decathlon il y a un intérêt à apparaître sur les résultats actu sur le mot-clé football. Bon, peut-être qu'on n'aurait pas dû mettre ce mot-clé-là qui est beaucoup trop générique. Et on a du potentiel en image. Donc, on voit que ça nous a aidé à construire notre stratégie Google pour améliorer notre visibilité au global, en fait, au final. On voit des pistes d'amélioration. Quels mots-clés on doit travailler sur quel type de résultat, avec à chaque fois le potentiel prédictif de trafic qu'on pourrait gagner en fonction du taux de clic de la position, si vous étiez premier, et en fonction de la structure de la SERP. Le taux de clic n'est pas forcément le même si vous avez du ads, de la GMB, de la position 0 et du SEO, ou alors si vous n'avez que du SEO. Par exemple, les 70% de trafic, c'est quand vous avez que du SEO. Donc, nous, on a vraiment fait une grosse étude de cas par rapport à ces taux de clic-là. Donc, comment on améliore la visibilité de son site? On a vu, on a créé des segments de marché, on a analysé notre visibilité, on a déterminé des actions qu'on devait mener pour améliorer cette visibilité, donc de l'optimisation SEO, de la fiche d'établissement, faire de la création de contenu, par exemple. Quand on a déjà un bon niveau de visibilité, pour améliorer encore, c'est bien de travailler des pages de blog, des pages actu ou autres. Ou alors lancer des campagnes Google Ads. Vraiment, l'écosystème de Google est tellement vaste qu'il faut vraiment essayer de s'y retrouver par rapport à tout ça. On va mesurer l'impact, c'est-à-dire est-ce qu'on gagne réellement finalement en visibilité sur des mots-clés qui sont très recherchés, sur des thématiques qui sont très recherchées, sur quel type de résultats, sur quel groupe de mots-clés. Et l'objectif, au final, c'est de mesurer finalement le retour sur investissement de toutes les actions qu'on a menées. Est-ce que nos conversions et notre chiffre d'affaires ont été supérieurs. Donc, on utilise des outils pour vérifier si notre chiffre d'affaires s'améliore, ou alors on va utiliser du Looker Studio plugué sur du Analytics, typiquement. Dans Yodawan, vous avez l'évolution des données Analytics, donc conversion, vente si vous êtes un site e-commerce, chiffre d'affaires réalisé. Donc, vérifiez que vous améliorez bien votre chiffre d'affaires, parce que si ce n'est pas le cas et que vous avez amélioré votre visibilité, c'est que vous avez amélioré votre visibilité sur des mots-clés qui n'étaient pas qualifiés par rapport à votre marché, puisqu'en fait, ils n'ont pas converti sur votre site et a priori, ça veut dire que vous avez eu un taux de rebond important. Donc voilà, on a vu une première partie de use case qui était un petit peu l'analyse de votre marché et comment on construit une stratégie efficace sur Google.
Maintenant, on va partir plutôt sur de la veille concurrentielle parce que des fois, on est un petit peu perdu, on ne sait pas trop par où commencer. Et un bon moyen, c'est d'analyser déjà quels sont les acteurs forts de votre marché ou de votre segment de marché. Et on va regarder aussi quelle est leur stratégie digitale Google parce que plutôt que de réinventer la roue, autant aller voir un petit peu ce qu'ils ont fait, quels mots-clés ils ont travaillé, quelles thématiques ils ont travaillé, parce qu'on va pouvoir peut-être s'en inspirer du coup. Donc, pourquoi on fait de la veille concurrentielle? C'est justement ce que je viens un petit peu de vous expliquer, et surtout faire de la veille concurrentielle avec cette vision marché, cette vision par segment de marché. Donc, la veille concurrentielle, c'est essentiel à faire. Il faut la faire très, très régulièrement. Bon, tout dépend du marché. Est-ce que c'est un marché ultra agressif ou un marché plutôt industriel, B2B, qui bouge pas trop? Mais c'est toujours important de voir un petit peu quels sont les acteurs sérieux par secteur d'activité, par thématique aussi, parce que quand on est un site comme Decathlon et qu'on couvre beaucoup d'équipements sportifs de beaucoup de sports, forcément, les acteurs qui sont spécialisés dans le tennis ou dans les chaussures de sport ou autres, vous n'allez pas les voir en fait. Et du coup, c'est dommage parce que vous ne voyez pas vraiment les acteurs forts d'une thématique en particulier. Donc, c'est toujours important de voir ça. C'est toujours important de la surveiller aussi parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un nouvel acteur qui apparaisse sur le marché, qui lance une grosse campagne Google Ads pour gagner beaucoup de visibilité d'un coup, parce qu'il n'aura pas gagné de la visibilité SEO immédiatement, ça prend du temps. C'est toujours important aussi en fonction de l'évolution de Google. On a vu par exemple la semaine dernière la sortie du Core Update, avec l'analyse de Jasper et autres. Il y a beaucoup de sites qui ont dégringolé en termes de visibilité à la mise à jour de cet algorithme qui tenait compte de GPT-4 et autres. Et au contraire, il y a d'autres sites qui sont montés dans les cercles et qui ont d'un coup aussi gagné beaucoup de visibilité. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à faire de façon très, très régulière. Donc, comme je vous le disais, ça permet d'analyser les stratégies gagnantes, surtout sur des secteurs d'activité en particulier. Ça permettra vraiment de voir est-ce qu'ils font plutôt du SEO, est-ce qu'ils travaillent la fiche d'établissement pour un marché très local, est-ce qu'ils font plutôt du ads parce qu'ils n'ont pas de visibilité en SEO. Donc, on verra ça un petit peu. On va voir aussi les erreurs qu'ils ont pu faire parce que des fois, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de mots-clés, par exemple, qui affichent de la fiche d'établissement ou du shopping, et pourtant, les acteurs du marché n'ont pas travaillé les résultats Maps et n'ont pas travaillé leur Google Merchant. Bon, bien sûr, on ne va pas leur dire qu'ils font ces erreurs-là. Par contre, pour nous, traffic manager, chef de projet ou autres, ça représente des opportunités que les concurrents n'ont pas identifiées, et on va essayer de les travailler vraiment en urgence pour gagner de la visibilité parce qu'il y a ce type de résultat-là dans la SERP. Mais avant de regarder tout ça, il faut d'abord comprendre ce que c'est un concurrent, parce que vous avez souvent dans votre représentation marché quels sont vos concurrents directs, ce qu'on appelle un concurrent marché. Donc pour un site comme Decathlon, c'est des gros sites qui proposent beaucoup d'équipements sportifs, type GoSport, Intersport et autres. Mais en fait, on a aussi des concurrents par thématique, parce qu'il va y avoir des acteurs qui sont spécialisés sur du tennis, sur, par exemple, des chaussures de sport, type Courir, par exemple, qui est un gros acteur des chaussures de sport, qu'on n'aurait pas vu sur notre concurrent marché global, en fait, puisque il était trusté, forcément, vu le volume de mots-clés par que les gros, finalement, ainsi qu'un petit peu de sites qui seront finalement considérés comme des concurrents SEO. Les concurrents SEO, c'est les sites qui se positionnent sur tous vos mots-clés. Typiquement, vous allez souvent avoir du Amazon quand vous êtes du e-commerce. On ne va pas forcément considérer que c'est un concurrent marché, Amazon, même si ça l'est un petit peu, je suis d'accord avec vous. Et après, suivant la typologie de mots-clés que vous pouvez avoir, vous allez souvent vous retrouver face à du Wikipédia, face à du Facebook, face à des portails d'information qui ne sont pas du tout des concurrents directs, mais qui trustent pourtant les premières places de Google parce qu'ils ont une notoriété importante. Et du coup, c'est important aussi de les surveiller pour essayer de leur passer devant pour gagner en visibilité. Et enfin, on a les concurrents ads.
enfin les concurrents SIA, donc Ads et Shopping, qui seront forcément aussi vos concurrents marché, parce qu'ils s'y mettent de l'argent dans du Ads et du Shopping, c'est qu'ils veulent améliorer leur chiffre d'affaires. Par contre, ce seront souvent pas les mêmes que les concurrents SEO, parce que quelqu'un qui fait du Ads, c'est souvent quelqu'un qui a très peu de visibilité en SEO, et son seul moyen de gagner en visibilité, c'est de faire du Ads et travailler ses fiches produits avec le Google Merchant. Donc, justement, dans Leona One, on a une page qui permet d'analyser tout ça. C'est la page de concurrence qui va permettre de voir les leaders d'un marché donné en termes de visibilité. Quels sont les sites qui ont le plus de visibilité sur les mots-clés du projet? Et l'intérêt, c'est de filtrer sur un secteur d'activité en particulier. Ici, tennis, par exemple, pour pouvoir ressortir des acteurs qui sont spécialisés. Tennis Point, par exemple. Bon, après, vous voyez, on a des portails, Sport Orange, France TV Info. Ce seront des concurrents contre qui on doit se battre. Et Tennis Pros, a priori, c'est un concurrent marché sur lequel on va devoir se battre pour grappiller des parts de marché. Donc voilà, on a en quelques secondes, finalement, on a identifié des acteurs spécialisés et on va essayer d'analyser quelle est leur stratégie Google. Ce qui est important aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de faire de la veille concurrentielle dans le temps, parce qu'on va aussi être capable d'identifier les sites qui ont le plus progressé en termes de visibilité Google. Peut-être que d'un coup, ils ont lancé un gros chantier SIA, peut-être que voilà, ou un chantier SEO, peut-être que la mise à jour de l'algo de Google, le dernier core update, peut-être qu'il les a fait monter au détriment de sites qui étaient trustés avant les premières places. Et voilà, peut-être que ce seront aussi des nouveaux acteurs sur le marché dont il va falloir se méfier parce qu'ils viennent d'apparaître et ils vont peut-être être très agressifs en termes de stratégie web marketing sur Google. Stratégie search. Alors, maintenant qu'on a identifié des concurrents spécialisés, ce qui est bien, c'est d'analyser un petit peu leur stratégie. Donc, pour chaque acteur, on va voir quel type de résultats ils ont travaillé. Donc là, on voit que lui, il a fait du SEO, il fait un petit peu de ads, il fait un petit peu de shopping. Lui, c'est un petit peu pareil aussi. En fait, on a les stratégies gagnantes qui leur ont permis d'avoir de la visibilité sur Google. On a toute la stratégie digitale Google de n'importe quel site qui apparaît dans les résultats des mots-clés. D'où l'intérêt de travailler, d'analyser des gros volumes de mots-clés pour vraiment avoir cette finesse d'analyse de la visibilité Google de tous les sites, en fait, au final. Une fois qu'on a identifié des acteurs un peu plus spécialisés, on va peut-être aller dans le détail. Par exemple, sur la notion de SEO. On va analyser le site qu'on souhaitait vraiment analyser en particulier. Donc là, c'est GoSport, mais ça aurait pu être Tennis Pro ou Babolat, typiquement. Uniquement sur le segment de marché qu'on avait créé. Donc, c'est un groupe de mots-clés qui correspond aux équipements liés au tennis, donc les raquettes, les balles et autres. Donc, on aura pour chaque mot-clé l'évolution de leur visibilité, leur positionnement, est-ce qu'ils gagnent ou perdent en positionnement, et on aura la page positionnée. Du coup, quand c'est du SEO, vous allez pouvoir vous rendre sur cette page-là pour voir un petit peu quelle est leur stratégie de contenu, comment ils ont optimisé leur title, leur métadescription, leur H1, leur H2, est-ce qu'ils ont vraiment répété les mots-clés, est-ce que c'est une page d'atterrissage par rapport à une thématique en particulier, en fait, ou alors ça peut être une page de blog, mais ça peut donner aussi des idées de thématiques à travailler, puisque le concurrent le fait. Et on a ce fameux volume de recherche qui se met à jour tous les 30 jours, comme je le disais. Ce qui est bien aussi quand on fait de la veille concurrentielle, c'est pouvoir comparer son propre niveau de visibilité avec celui de son concurrent ou de celui du concurrent qui nous intéresse ou qui nous embête. Bon, moi, je le sais, je vous ai tous les jours au téléphone. Dès qu'on vous parle de vos concurrence, c'est viscéral chez vous, c'est épidermique en fait. Si vous savez qu'un concurrent a plus de visibilité que vous sur telle ou telle thématique, vous allez vouloir lui grappiller des parts de visibilité pour lui grappiller des parts de marché. C'est justement à ça que sert en fait cette carte-là. C'est-à-dire que là, je compare Decathlon et GoSport et je me rends compte que GoSport, par exemple, a plus de visibilité que Decathlon sur le secteur de la musculation, alors que Decathlon a plus de visibilité globalement sur les autres secteurs d'activité. Et du coup, si j'étais chef de projet ou traffic manager de Decathlon, en plus, souvent c'est par secteur d'activité, pour la musculation, je vais essayer soit d'améliorer ma visibilité tout seul, soit de faire appel à une agence à travers une presta pour grappiller des parts de visibilité à Google et donc lui grappiller normalement des parts de marché.
On a la même chose sur ce graphique en radar avec les concurrents vraiment qu'on souhaite surveiller au niveau des extrémités. Par contre, l'intérêt, c'est de filtrer. Tiens, quels sont les acteurs qui ont le mieux travaillé le secteur d'activité du tennis? On voit que, alors c'est un petit peu flou, c'est la balle grise, je crois, et non, j'arrive pas à la lire. On aurait dû faire une capture d'écran un petit peu plus peut-être fine, mais bon, vous voyez un petit peu l'idée. On voit les acteurs qui ont le mieux travaillé leur visibilité Google. C'est noté ici, tennispoint.fr. Donc voilà, je pense que je vous ai montré au global un petit peu tout ce qu'on pouvait faire en termes d'analyse de stratégie Google. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment répartir ces mots-clés à travers nos secteurs d'activité, qui peuvent être des catégories de produits pour un site e-commerce ou des types de prestations pour un site plus corporate, plus vitrine, par exemple. Les coupler avec une intention de recherche, parce que je le répète, une page doit répondre à une question, une intention de recherche en particulier. On a pu, en faisant une analyse de marché, identifier du coup les secteurs les plus porteurs, c'est-à-dire les secteurs qui ont le plus de volume de recherche tous les mois, donc c'est ceux sur lesquels finalement on a le plus de potentiel de trafic. Et pourtant, on va voir que parfois on manque de visibilité. Donc, du coup, nos priorités d'action, c'est d'abord de travailler cette partie-là de notre site parce qu'il y a vraiment un potentiel à aller chercher. On a été ensuite faire de la veille concurrentielle pour voir peut-être des acteurs un petit peu plus spécialisés sur telle ou telle thématique. On a analysé quelle est leur stratégie digital Google pour voir quelles sont les stratégies finalement qui sont efficaces. À partir de toutes ces informations-là, on va être capable de prioriser nos actions. Est-ce qu'on doit travailler de l'organique, du SEO? Est-ce qu'on doit travailler nos images avec la tribu alt? Est-ce qu'on doit rajouter des vidéos, faire du ads, du shopping, de la GMB pour la fiche d'établissement? Et bien sûr, mesurer l'efficacité de nos actions. Est-ce que ça nous a réellement permis de gagner en visibilité et derrière, je l'espère, des conversions, des ventes et du chiffre d'affaires? Constamment surveiller notre visibilité Google. Je vous ai parlé par exemple du core update du 15 mars, mais voilà, Google fait 700 mises à jour de son algorithme par an. Donc, c'est toujours très, très important de surveiller déjà notre propre visibilité et bien sûr de faire de la veille concurrentielle régulière parce qu'on n'est jamais à l'abri de nouveaux acteurs sur le marché. Donc, j'espère avoir été le plus clair possible. Je vais aller voir du coup si on a des questions. Donc, merci à vous d'avoir été présents durant cette conférence. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. Et je vais voir du coup si j'ai beaucoup de questions. Donc, la première question, les données présentées sont issues de l'outil Yoda, je suppose. Ces données peuvent être faites à la main. Alors, toutes les données peuvent être faites à la main. Vous allez dans Google, vous tapez votre mot-clé et vous regardez quel type de concurrent ressort et autres. Vous pouvez aller récupérer le volume de recherche quand vous avez une campagne Google Ads payante, parce que sinon, vous n'avez qu'un palier de recherche, 10, 10, 100, 100 000, 1000, 10 000. Par contre, voilà, l'intérêt d'un outil comme le Yoda One, c'est vraiment de traiter des très, très, très gros volumes de mots-clés pour des sites e-commerce, voilà, plusieurs milliers de mots-clés, c'est pas déconnant, pour justement avoir cette finesse d'analyse. Si vous le faites à la main, ça va être très, très fastidieux pour vous, en fait. Quelle est la différence entre SEMrush et Yoda? Bon, je ne suis pas là pour parler de ça, mais globalement, voilà, il y a beaucoup d'outils all-in-one qui existent sur le marché. SEMrush, Ahrefs, vous les connaissez. Yoda One a vraiment été pensé pour faciliter le pilotage de votre visibilité Google. Vous voyez qu'il n'y a rien de très compliqué. C'est que des indicateurs simples, des indicateurs business, voilà, pour gagner du temps, pour orienter votre stratégie efficacement. Selon les outils CMS comme WordPress, comment peut-on regrouper des mots-clés pour une page? C'est de la stratégie éditoriale, c'est de la stratégie contenu. Après, voilà, ce que je conseille, c'est vraiment d'abord créer ce qu'on appelle le cocon sémantique pour vraiment avoir l'arborescence de votre site et ensuite travailler les titles, les H1, les métadescriptions, les H2, etc., etc. On remarque parfois que les pages des concurrents ne sont pas forcément travaillées, mais sont en première page.
Ben oui, parce que le SEO, c'est deux axes, hein. C'est la stratégie de contenu et c'est la stratégie de netlinking. Donc, les backlinks, forcément, un site comme Cdiscount, par exemple, vous verrez souvent que les pages ne sont pas très, très bien travaillées. Enfin, moi, je l'ai souvent remarqué, mais c'est normal, ils n'en ont pas besoin. Ils ont une telle notoriété que forcément, Google leur accorde un trust flow qui est important et du coup, les positionne bien dans la SERP de Google. Une fois qu'on a bien identifié un concurrent et une thématique segmentation que l'on souhaite développer, est-il vraiment pertinent de copier sa stratégie ou au contraire, faut-il essayer un angle d'attaque un peu différent? C'est ce que j'ai essayé de vous montrer durant toute cette conf. En fait, suivant les secteurs d'activité, les stratégies peuvent être complètement différentes, en fait, parce que vous n'aurez pas forcément les mêmes acteurs sur le marché, vous n'aurez pas forcément les mêmes types de résultats suivant la typologie de mots-clés que vous mettez. Il n'y aura pas forcément du ads sur certains secteurs d'activité, il n'y aura pas forcément de fiches d'établissement, même si vous faites du local, alors que si vous êtes par exemple un artisan, un serrurier, je ne sais pas, à La Rochelle, là forcément on sait que votre fiche d'établissement, c'est essentiel de la travailler. Donc en fait, tous les secteurs d'activité peuvent entraîner une stratégie de search qui sera complètement différente en fait. Et il ne faut jamais faire de copier-coller. On sait très bien que Google, ce qu'il aime, c'est le naturel. Hein, donc, c'est pour ça qu'il pénalise notamment le duplicate content. Si l'on souhaite se positionner sur un nouveau segment pour lequel on a peu de visibilité, vaut-il mieux commencer obligatoirement par du payant ou vaut-il mieux chercher des thématiques plus de niche en SEO? Les deux, mon capitaine, c'est-à-dire qu'effectivement, sur la thématique principale, le SEO, ça va prendre du temps, hein, ça va prendre entre 3 semaines et 3 mois. Donc, le seul moyen de gagner en visibilité, c'est de faire du ads ou de travailler sa fiche d'établissement. Après, si vous arrivez à identifier des secteurs vraiment plus spécialisés et plus de niches que votre concurrent aura peut-être omis de travailler, c'est toujours plus facile d'aller travailler des faibles volumes de recherche. Peut-être qu'ils ne sont pas forcément source de trafic ultra important. Par contre, c'est ce qu'on appelle la longue traîne. Ça sera souvent ultra qualifié et ça aura beaucoup plus de chances de convertir sur votre site. Quels outils pour analyser notre concurrence? Je viens de présenter Yoda One, il y en a plein d'autres. Hein. J'en ai présenté tout le long de cette conférence. Est-ce qu'on peut appliquer la même stratégie pour le secteur B2B? Le B2B, souvent, c'est suivant les secteurs, en tout cas les secteurs industriels, par exemple, c'est souvent du ads. Ça marche bien, le ads. Après, voilà, tout dépend du marché. C'est pour ça qu'il faut toujours faire une analyse de marché vraiment fine pour prendre les décisions qui seront les plus pertinentes pour l'évolution de votre visibilité. Et quelle différence entre Yoda One et Insight? Insight, c'est un outil de recherche de mots-clés essentiellement. Il y en a beaucoup qui l'utilisent en pilotage de visibilité, mais ça ne sert pas du tout à ça. Ça sert surtout à récupérer quelle est la stratégie mots-clés des concurrents, quels sont les mots-clés qu'ils ont travaillé en SEO, puisque ça s'appuie sur une base de données de 100 millions de mots-clés. Donc, Insight permet de trouver des mots-clés, des gros volumes, et Yoda One va vous permettre de piloter votre visibilité sur les mots-clés que vous choisissez. Donc, notamment ceux que vous avez trouvés dans Yoda Insight, mais pas que, parce que Yoda Insight ne fournit pas tous les mots-clés de la tête. Et je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. En tout cas, j'en vois pas de nouvelles. Je pense que la conférence est terminée. Du coup, donc, Nicolas va certainement revenir. J'espère que ça t'a intéressé. Nicolas, tu as trouvé ça comment? Super. Merci beaucoup, François. C'est très important. Hein, on le voit en SEO. De prendre le temps, de prendre le recul sur son marché, sur ses concurrents, pour identifier les opportunités d'un point de vue stratégique. Donc ça, je ne peux que recommander en effet ce type d'approche. Donc un gros merci à toi, François, et à toute la team Yoda pour cette conférence. C'est moi qui vous remercie. Donc, on va pouvoir attaquer la pause déjeuner tant attendue. Sachez qu'on reprendra à 13h30 avec Jackie Yang, où on parlera d'audit de première page Google et notamment de comprendre ce qui nous manque pour dépasser nos concurrents et potentiellement atteindre la première position, hein, donc le fameux Saint Graal en SEO. Donc, merci encore François, bon appétit à tous et on se retrouve à 13h30. Bon appétit à tous.